La journée de la plupart des agriculteurs consiste à s'occuper de leurs terres et de leur culture, sans se soucier de ce qui se cache sous leurs patates et carottes. Et pourtant, la terre cache des secrets extraordinaires qui peuvent totalement surprendre des agriculteurs et peuvent même les rendre incroyablement riches. C'est le cas de l'agriculteur James Bristol du canton de Lima au Michigan. Un jour d'octobre 2015, en installant des tuyaux de drainage avec son voisin Trent Satterthwaite, dans un de ses champs de maïs qu'il avait acheté quelques mois plus tôt, James a découvert ce qui ressemblait à un poteau de clôture couvert de boue. En vérité, sa découverte était bien plus précieuse et plus ancienne qu'il n'aurait pu l'imaginer. Elle a révélé quelque chose d'incroyable sur nos ancêtres, leur technologie primitive, et remet en question ce que les scientifiques pensaient savoir sur notre histoire. On va découvrir ça ensemble. En continuant à creuser le sol autour de cet objet mystérieux, il réalise que ce n'est pas du tout un poteau de clôture. L'objet a une forme inhabituelle, ressemblant à aucun autre objet à sa connaissance. En creusant encore plus, il devient clair que ce sont des ossements, mais différents de ceux de tout autre animal. Les os ont une forme inhabituelle et une taille anormalement grande. Se doutant qu'il vient de découvrir quelque chose de spécial, James contacte Daniel Fisher, le directeur du musée de paléontologie de l'Université du Michigan, qui se trouve justement en ville, et se rend immédiatement sur les lieux pour inspecter les os. Daniel présume que ce que James a découvert appartient au pelvis d'une créature préhistorique. Craignant que la découverte repousse son projet de drainage de plusieurs mois, James donne à Daniel une seule journée pour extraire les os du sol. Les travaux commencent donc le lendemain et des centaines de personnes se rendent sur le site. Se doutant qu'il s'agit d'une occasion unique dans leur vie pour assister à la découverte d'ossements préhistoriques. Au début, James et sa famille se sentent dépassés, devant notamment accueillir une trentaine de voitures en même temps près de leur maison. Mais ils savent que c'est pour une bonne cause. Les chercheurs finissent par creuser sur 3 mètres de profondeur et récupèrent environ 275 os. Ils sont très impressionnés par leur qualité, leur nombre et leur forme. Ils trouvent aussi 3 gros rochers qui ne semblent pas être à leur place et se trouvent être la clé du puzzle. 3 large boulders next to one another in one place just offset from the skull, and we've seen those before. Face à ces 2 énormes défenses, ils se doutent qu'il s'agit d'un des mammouths les plus complets jamais découverts. Mais n'en sont pas certains. Ça peut aussi être un mastodonte, qui ressemble au mammouth mais qui ont des défenses plus droites, des épaules plus basses et des têtes plus plates. C'est une espèce différente de la famille de proboscidiens, mais qui est presque 10 fois plus commune. 300 mastodontes et 30 mammouths ont été découverts dans le Michigan, et celui de James est l'un des plus complets jamais découverts, avec environ 40% du squelette total présent. Et sans surprise, ils ont une grande valeur. Le squelette de mammouth laineux le plus intact jamais découvert a été vendu en 2017 au prix colossal d'environ 645 000 $. Notre découverte aurait donc pu rapporter à la famille Bristol un beau petit paquet, puisqu'elle en est propriétaire. Je dis « aurait pu » parce qu'ils ont finalement choisi d'en faire don à l'université pour la recherche et l'exposition. James a déclaré que le squelette appartient à tous, ce qui est vraiment altruiste. Moi, j'aurais dit « ça m'appartient, donnez-moi immédiatement des centaines de milliers d'euros ». Mais bon, à chacun son truc. En fait, beaucoup de personnes gardent les restes et les vendent pour des millions de dollars. Mais on va en reparler plus tard. À sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Lors de leur fouille, les paléontologues ont eu du mal à comprendre pourquoi ils ne trouvent pas les pattes de l'animal. Ils ont son crâne, sa mâchoire, ses défenses, plusieurs de ses vertèbres, ses côtes, son bassin, son omoplate et ses rotules. Mais pas ses pattes. Pour percer ce mystère et replacer le mammouth à son époque, l'équipe documente les sédiments, les spores et le pollen présents sur le site. Les échantillons, prélevés tous les 5 cm le long du mur du puits de fouille, permettent de confirmer l'époque de la mort du mammouth. Et le pollen permet d'identifier les plantes à proximité et leur période de pollinisation précise, aidant ainsi à reconstruire l'environnement dans lequel le mammouth vivait. Et finalement, les recherches révèlent quelque chose d'incroyable. L'animal est effectivement un mammouth. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un gros mammouth jeffersonien,
hybride entre un mammouth laineux et un mammouth colombien. Il a vécu environ 45 ans. Il y a environ 11 700 ou 15 000 ans, selon les estimations. L'analyse des sédiments suggère que sa carcasse a été dépecée et délibérément placée dans un étang par les premiers humains. C'est une révélation, car les indications les plus anciennes plaçaient la présence de l'être humain dans l'état à il y a environ 13 000 ans. Et on pensait que le peuple de l'époque de Clovis vivait alors dans la région et chassait à la lance. Mais en plus de ça, le crâne du mammouth a été découpé comme seul un boucher intelligent pourrait le faire. Quelqu'un avait accédé à la chair des défenses de l'animal en s'introduisant à l'arrière de son crâne. Les marques sur le crâne suggèrent que des outils ont été utilisés à cette fin, l'os tout autour ayant été brisé à petits coups. Peut-être que les membres de l'animal avaient déjà été dévorés et que les anciens humains ont amené le reste du mammouth pour le stocker dans un étang avec l'intention d'y revenir plus tard pour le récupérer, lorsqu'ils auraient besoin de viande. Mais alors, pourquoi jeter la carcasse dans un étang? Est-ce qu'elle n'aurait pas pourri? Eh bien, pas vraiment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 15 000 ans, la région était une vaste plaine de toundra arctique. On y est 3 000 ans avant la fin de la période glaciaire. Après tout, les gros rochers trouvés à côté du mammouth auraient permis d'ancrer la carcasse dans un étang glacé. Ou, comme le suggère Daniel, les tas de sable et de gravier trouvés autour des restes pourraient suggérer que les intestins du mammouth ont été lestés pour être bien bloqués au fond de l'étang. L'étang garantissait donc que les autres animaux ne pourraient pas trouver la carcasse. Et les bactéries de l'étang auraient protégé les restes d'autres bactéries nuisibles. Fisher était tellement sûr de son hypothèse qu'il a même mis sa santé en danger en mangeant périodiquement de la viande d'un cheval abattu et stocké au fond d'un étang peu profond, en y goûtant toutes les 2 semaines. La viande est restée dans l'eau fraîche pendant 6 mois, ce qui prouve que les humains du Pléistocène pouvaient utiliser les plans d'eau comme réfrigérateur pour leurs mammouths laineux. Tout ça repose sur des recherches de plus en plus nombreuses, suggérant que c'est l'être humain qui a joué un rôle dans l'extinction des mammouths et mastodontes, et non le changement climatique. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut apprendre d'un peu de terre et d'os. Mais James, qui a d'ailleurs rebaptisé sa ferme en Mammoth Acres, les hectares du mammouth, n'est pas le seul agriculteur à avoir découvert des choses étonnantes sous ses pieds. Écoutez ces 2 autres histoires incroyables d'agriculteurs qui ont fait des découvertes dans leur champ. Tout d'abord, l'histoire d'un agriculteur qui a réussi à tirer profit de sa découverte sans avoir rien fait. Pete Larson, un paléontologue, demande à Maurice Williams, qui est propriétaire d'un ranch pour l'élevage, s'il accepte de recevoir 5 000 $ pour le laisser faire des fouilles sur sa propriété pendant quelques années. Et si Pete y découvre quelque chose, il verse à Williams 10% du profit réalisé, pensant qu'il s'agit essentiellement d'argent offert. Williams donne son accord. Environ 1 an plus tard, un pneu du camion de Pete et son équipe crève, ce qui n'est généralement pas quelque chose de super. Mais dans notre cas, c'est un coup de chance. Alors que le groupe se rend en ville pour réparer le camion, Sue Hendrickson de l'équipe de Pete décide d'explorer les falaises voisines que l'équipe n'a pas inspectées. Elle y trouve des os dépassant de la falaise. C'est le T-Rex le plus complet jamais trouvé, avec environ 90% des os originaux toujours intacts. Le squelette contient des détails incroyablement conservés, avec des côtes cassées et guéries et des trous dans la mâchoire inférieure qui proviennent des dents d'un autre T-Rex selon Pete. Après 3 semaines de fouilles, nettoyage et préparation, Pete et son équipe sortent un Tyrannosaure Rex immaculé, mesurant 4 mètres de haut et 12 mètres de long. Pete le nomme Sue, en l'honneur de la femme qui l'a découvert, et veut créer un musée pour l'exposer au public. Mais c'est là que sa chance prend fin. Le FBI arrive et saisit le dinosaure. Le propriétaire du ranch soutient qu'il avait permis à Pete de déterrer les os, mais pas de les vendre. Et une bataille juridique intense a commencé pour savoir à qui appartient Sue. Malgré tout son travail, Pete perd, et Williams met Sue aux enchères, pour la vendre à des musées, des casinos et même des particuliers qui la veulent pour décorer leur salon. Finalement, Sotheby's la vend pour 8,3 millions de $, au musée d'histoire naturelle de Chicago dans l'Illinois. Et elle y est exposée. Sans surprise, ça a suscité un engouement accru pour la prospection d'os de dinosaures dans le Dakota du Sud, le Wyoming et le Montana. Les seuls endroits où on trouve des os de T-Rex. En fait, il n'existe que 50 spécimens de T-Rex et 10 ont été découverts par Pete. Les os de T-Rex sont les os de dinosaures qui ont le plus de valeur.
Ce ne sont plus des artefacts scientifiques, mais des objets commerciaux. Et même si les chercheurs commerciaux détruisent énormément en travaillant mal, au final, c'est peut-être mieux comme ça. En fait, avant la commercialisation des os de dinosaures, seulement un T-Rex était découvert tous les 10 ans. Mais maintenant, nous en découvrons environ un tous les 6 mois. Et en plus, les restes sont détruits quand ils sont remontés. C'est donc pour le mieux. Même si cela peut au final nous empêcher d'en apprendre davantage sur les dinosaures. Imaginez si quelqu'un en trouvait un avec une corne de licorne et le vendait à un milliardaire qui l'utiliserait comme un porte-manteau. À votre avis, est-ce qu'il est normal que ces objets précieux puissent être mis en vente, ou vous pensez qu'ils devraient être donnés directement aux musées et aux universités pour la recherche? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Le dernier agriculteur vraiment chanceux dont je veux parler, c'est José Antonio Nievas, qui possède une ferme à 40 km au sud de Buenos Aires, à Carlos Spegazzini. À Noël en 2015, il trouve bien mieux qu'un cadeau sous son sapin. En se promenant sur son terrain, cet objet bizarrement sphérique est trouvé sur une berge, profondément enfoncé dans la boue. Est-ce que vous pensez savoir ce que c'est? L'épouse de José, Reina Coronel, dit qu'au début, son mari croyait que la coque noire et couverte d'écailles était un œuf de dinosaure. José commence immédiatement à creuser autour de l'étrange découverte avec ses mains nues. Mais lorsque la police arrive, elle reste aussi perplexe que José. Ils sentent que c'est quelque chose d'extraordinaire et font donc appel à des paléontologues. Il s'avère que le fossile est en fait la coquille d'un ancien glyptodon, qui sont les parents préhistoriques des tatous. Le paléontologue Alejandro Kramatz du Musée des sciences naturelles de Bernardino Rivadavia le confirme. Cette espèce a dominé l'Amérique du Sud et centrale jusqu'à il y a quelques milliers d'années. Leur coquille leur servait à se protéger, mais leur queue était utilisée lors de combats contre d'autres espèces. Un peu comme les combats entre les mêmes cerfs qui utilisent leur ramure. On pense qu'ils ont coexisté avec les premiers humains pendant plusieurs milliers d'années. Et aussi que le changement climatique et la population croissante d'humains qui les ont probablement chassés pour leur coque ont contribué à leur extinction. Si vous voulez vous acheter une coquille de glyptodon, vous pouvez en trouver en ligne pour environ 30 000 $. Comme les autres agriculteurs de notre vidéo, José a vraiment touché le gros lot. Maintenant, je pense que je dois aller acheter des terres agricoles bon marché quelque part pour les fouiller et en découvrir les secrets. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous trouviez un fossile préhistorique rare? Vous le donneriez ou plutôt vous le vendriez au plus offrant pour passer vos journées à allonger sur la plage, à boire des piña coladas? Partagez votre stratégie dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.